Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Si vous êtes à la recherche d'un médecin, il va falloir vous armer de patience. En mars dernier, une étude montrait que le nombre de praticiens allait encore diminuer jusqu'en 2024 et qu'il ne devrait retrouver son niveau actuel qu'en 2030, voire 2035. Un phénomène qui n'épargne pas la Vendée et qui ne se cantonne pas à la médecine générale. Bonsoir Albin. Bonsoir Caroline. La conséquence de tout ceci, c'est que les services d'urgence sont contraints de mettre en place un nouveau dispositif, c'est ça ? Oui, la direction départementale commune des services donc de La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Montaigu-Vendée, Luçon, les Sables-d'Olonne et donc Challans. Cette direction départementale commune a annoncé une évolution contrainte du fonctionnement des urgences dans les prochaines semaines. Conséquence directe, depuis ce samedi, le centre hospitalier de Montaigu-Vendée est régulé par le centre d'appel du 15 de 20h à 9h du matin jusqu'au 7 novembre inclus. Aucun médecin urgentiste n'est présent sur le site à ces heures-là. En cause principalement la pénurie de médecins urgentistes et les difficultés à recruter des remplaçants lorsque les titulaires sont absents pour différentes raisons. Il manque ainsi 25 équivalents en temps plein de médecins urgentistes sur le département actuellement, selon le centre hospitalier de Vendée que nous avons contacté aujourd'hui. Alors très concrètement, moi en tant que patiente, quelle démarche je dois effectuer ? Alors pour éviter de saturer les services des urgences, les hôpitaux de Vendée invitent la population à privilégier l'intervention d'un médecin traitant pour une situation qui ne relève pas de l'urgence. Et si vous n'avez pas de médecin traitant, le CHD vous invite, avant de vous présenter aux urgences, à appeler le 116 117. Ce numéro vous mettra en relation avec un médecin généraliste de garde qui pourra vous conseiller et vous orienter vers les services médicaux qui correspondent à votre état de santé ou aux symptômes que vous décrivez. Enfin, en cas d'urgence, là, vous pouvez appeler directement le centre d'appel du 15. Le centre hospitalier de Vendée indique également qu'en fonction de la situation et de l'état de santé du patient, les médecins urgentistes pourront être amenés à réorienter les patients vers d'autres structures d'urgence. Un numéro à retenir, donc le 116 117. Tout ceci, ce n'est pas une situation nouvelle. Non, la problématique n'est donc pas nouvelle en Vendée, mais la situation s'est fortement dégradée ces derniers mois, notamment cet été. Plusieurs manifestations ont eu lieu et ont toujours lieu du côté de Luçon chaque semaine pour dénoncer les conditions d'accueil des patients et ce manque de médecins urgentistes. Les services des urgences et le SMUR de la ville ont été réduits. Un accord avait été trouvé pour maintenir un service sans interruption 24 heures sur 24, mais dans les faits, des dysfonctionnements avaient été constatés. À Montaigu-Vendée, cet été, le service des urgences avait déjà été fermé la nuit de 20h à 9h du matin pendant un mois. Et puis à noter qu'il y a quelques semaines, en session du conseil départemental, une motion a été signée pour dénoncer cette situation problématique des médecins urgentistes en Vendée. C'est effectivement un des grands dossiers de la nouvelle mandature. Merci Albin. Ils sont un peu plus de 200 chaque année à rejoindre le quotidien d'une personne aveugle ou malvoyante. Les chiens guides sont attribués gratuitement après une éducation spécialement tournée vers cette mission. Et c'est le cas notamment de Paddy que nous allons découvrir. Il vient tout juste de rencontrer sa nouvelle partenaire. Elle s'appelle Nathalie. Alexia Janet. Tout droit, trottoir, Paddy. C'est bien ma fille, c'est bien. Oui ma nénette, c'est bien. C'est bien. Donc là vous voyez, elle met ses pattes avant sur le trottoir pour m'expliquer qu'il va y avoir un trottoir à monter. Donc je ressens dans le harnais qu'il faut que je lève le pied pour monter le trottoir. C'est une relation qui débute pour Nathalie Flamcourt et son nouveau chien guide Paddy. Après une éducation d'environ 2 ans, elle est prête à accompagner sa maîtresse dans sa vie de tous les jours. Depuis 2 semaines qu'on parcourt la ville en long et en large, ici et puis la première semaine à Angers, j'ai vraiment appris à avoir confiance en elle et je me sens du coup beaucoup plus en sécurité avec elle qu'avec la canne blanche. Elle va vous faire contourner les poteaux. Elle va s'arrêter à chaque trottoir que je vais devoir descendre, à chaque trottoir que je vais devoir remonter. Elle va m'indiquer les passages piétons, la canne blanche ne me les indique pas. Elle va même anticiper les obstacles qui sont en hauteur. Une aide précieuse rendue possible grâce à l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest. Ce sont les moniteurs et monitrices ainsi que les familles d'accueil qui éduquent les animaux pour que ces derniers soient en permanence conscients de leur environnement. On leur apprend à aller dans plein d'environnements différents. Par exemple, Madame Flamcourt a un chat, on leur apprend à être habitué au chat. En centre-ville, on peut croiser des pigeons, il faut que le chien soit bien concentré. Voilà, des statues aussi un peu au loin qui peuvent être un peu bizarres. On apprend au chien à être toujours droit dans ses bottes et à avancer comme il faut et à être imperturbable.
L'association rappelle également certains gestes à adopter pour respecter le quotidien des personnes malvoyantes ou souffrantes de déficiences visuelles. Être garé sur un trottoir, c'est pas terrible. Être garé sur un passage piéton, c'est encore moins sympa. Je sais que le chien guide, ça donne envie de le caresser, mais non, on caresse pas un chien guide et on n'appelle pas, on ne siffle pas, on ne tape pas des mains pour attirer le chien parce que le chien est concentré. Et que si on appelle le chien et que le chien vient vers un individu lambda, s'il y avait un poteau à ce moment-là, le poteau, il est pour la dame. Des chiens qui doivent par ailleurs toujours être acceptés dans les lieux publics, les commerces, les restaurants ou encore les transports en commun. Et pour continuer de venir en aide aux personnes dans le besoin, l'association recherche activement des familles d'accueil pour aider lors de la phase d'éducation des chiens. Vous vous souvenez peut-être de cette plainte déposée par des riverains de Fleury-Michon à la Mailleret-Tillet. Ils reprochaient des nuisances sonores à l'entreprise de jour comme de nuit au niveau du quai de chargement récemment rénové. Le préfet avait demandé une enquête et la décision vient d'être rendue publique. Chargement et déchargement sont temporairement suspendus de 23h à 6h du matin. La campagne acoustique confirme que le niveau sonore est gênant pour le voisinage. D'autres mesures vont être maintenant prises, notamment en plein jour. Quelques images à présent de la nouvelle maison départementale des solidarités et de la famille dans le sud Vendée. Jusqu'en septembre dernier, les services étaient éclatés en 3 adresses. Ce n'est plus le cas. Après 1 an de chantier, il n'y a plus qu'un seul guichet unique à Fontenay, entre Pôle emploi et la CPAM. Un nouveau lieu plutôt stratégique pour tous ceux qui ont des démarches à faire en matière de dépendance, de recherche de travail ou qui ont des difficultés financières. Écoutez. Nous avions une maison totalement éclatée, difficilement lisible, avec des conditions de travail qui n'étaient pas à la hauteur. Aujourd'hui, on a une vraie maison pour accueillir toutes nos familles, qu'elles soient en difficulté ou qu'elles aient besoin de quelconque renseignement, avec des conditions de travail qui sont optimales. C'était une vraie réflexion de fond qui a été menée ici par nos équipes, en même temps que le concepteur. Et le résultat aujourd'hui, à écouter les professionnels, est totalement, apprécié. Et notez qu'en 2020, les travailleurs sociaux de Fontenay-le-Comte ont accompagné 2084 familles. Et vous, qu'auriez-vous écrit à leur place? 6 valeureux Vendéens ont tenté le certificat d'études samedi à Fontenay-le-Comte. D'ailleurs, là encore, histoire, géographie, sciences ou même dictée, rien ne leur a été épargné. À la clé, le fameux diplôme et le tout dans un décor 100% authentique. Albin Mouton. 1 mètre carré dans une grande ville. Le retour en enfance commence par une dictée pour ces quelques curieux venus passer ou repasser l'examen du certificat d'études. Je ne l'ai jamais passé, puisque je n'ai eu droit qu'au BEPC. Donc c'était l'examen qui suivait le certificat d'études. Je suis revenu, c'est la seconde fois que je passe mon certificat d'études, parce que, je suis un petit peu frustré, parce que une fois que je l'ai passé et que j'ai été reçu, bon, c'est fait, mais les acquis sont-ils là? Voilà. Et j'ai eu de la chance la dernière fois. Une reconstitution à l'image des examens de l'époque, avec des sujets qui ont cependant dû être légèrement adaptés. Alors, ce certificat d'études, ce sont des sujets qui sont extraits des annales du certificat, c'est-à-dire des sujets qui ont été donnés. Il est évident qu'en ce qui concerne certaines épreuves, en particulier l'histoire, la géographie et la science, on est obligé de faire des sélections parce que dans ces matières, autrefois, on apprenait des choses que les gens d'aujourd'hui ne savent peut-être même pas, Mais au-delà de cet examen, le musée d'autrefois, l'école à Fontenay-le-Comte, attire les visiteurs toute l'année. Les bénévoles organisent régulièrement des journées de découverte de ce patrimoine scolaire. Tous les éléments de cette classe sont d'époque. On a de plus en plus de visiteurs parce que justement on fait des expositions à thème. On a présenté des buvards anciens, publicitaires. La volonté que nous avions, c'était premièrement de ne pas laisser disparaître ces objets témoins d'un enseignement du début du XXe siècle. Et puis maintenant, il apparaît que les visiteurs nous disent « Ah ben moi j'ai des choses de cette époque-là ». Donc ils viennent rajouter, donc on nous offre des objets qui sont témoins d'un enseignement. Après avoir rendu les copies et corrigé les éventuelles fautes, les 6 candidats au certificat d'études ont tous réussi l'examen et ont tous reçu leur diplôme.
Quelques images des débuts du 57e championnat national de surf. C'est au Sables-d'Olonne que ça se passe jusqu'à la fin de la semaine, sur la Grande Plage, mais aussi à Tanchette et à Sauveterre. Près de 500 compétiteurs se disputent 39 titres nationaux pendant 9 jours de compétition. Images tournées ici samedi, un spectacle en plein air idéal pour les vacances. Ça, c'est la volonté du club, c'est que cette compétition elle ne soit pas entre sportifs, quoi. L'idée, c'est qu'on vienne voir du surf, c'est un spectacle, et puis qu'on puisse passer un bon moment en famille, à manger une crêpe, à regarder un spectacle, aller à un concert, découvrir une exposition, participer à une conférence. Ça, c'est la véritable idée que moi je me fais de l'organisation des championnats de France. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas élitiste, c'est simplement quelque chose dont qu'on a envie de partager en famille. Et puis des nouvelles d'Alex Thomson pour terminer, qui annonce se retirer de la course au large. Après 5 participations, le Britannique ne sera pas au départ du prochain Vendée Globe. Il explique vouloir se consacrer à la nouvelle génération. Alex Thomson qui n'exclut pas en revanche une reprise de la compétition en 2028. On jette un œil à la météo de demain matin avant de se quitter. Vous allez le voir, c'est un ciel légèrement voilé pour l'ensemble du département qui s'annonce sur ce mardi matin. Un lever qui se fera avec 9 degrés du côté de Fontenay, 15 plutôt si vous êtes sur Noirmoutier, 18 même au Sables-d'Olonne si vous voulez aller jeter un œil à ce fameux championnat national de surf. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est demain matin dès 7h avec Alexandre Debray. Très bonne soirée à vous tous.